Bienvenue. Kwe, c'est avec respect et gratitude que nous animons aujourd'hui à partir de l'île de Tiohtià:ke, territoire non cédé ni concédé, aussi connu sous le nom de Montréal. Nous reconnaissons que ce lieu a toujours été un lieu de vie, de rencontres et d'échanges des Premières Nations et des Inuits, notamment des nations Kanien'kehá:ka et Omanowiiniwak. Dans un esprit de paix, de justice, de réconciliation envers ces peuples, nous souhaitons aujourd'hui et pour les générations à venir utiliser notre voix pour mettre en lumière leur culture et leur savoir, ainsi que promouvoir l'équité, les droits de la personne et de la santé. À ce titre, nous vous invitons avec humilité à prendre un moment pour vous renseigner et réfléchir à la présence passée, présente et future des peuples autochtones des territoires où vous êtes actuellement. Nous désirons enfin témoigner notre reconnaissance et rendre hommage aux personnes et organisations autochtones présentes qui agissent au quotidien pour le bien-être de leur peuple et de leur territoire. Miigwech. Alors, je me présente, je m'appelle Marianne Palardy, je travaille à la IDQ depuis un an et des poussières. Je serai votre modératrice aujourd'hui. Je ferai l'intro, la conclusion, j'essaierai d'être la logistique. Donc, si la logistique ne fonctionne pas bien, c'est de ma faute, j'en suis désolée, mais bon, les aléas du virtuel. On est contente que vous soyez là, vous êtes de partout à travers le Québec, c'est extraordinaire. Donc, même si on est en Zoom, c'est moins chaleureux, mais au moins, on peut se voir puis être ensemble aujourd'hui. Donc, on est très contents. Je vais tout de suite partager. Alors, on est aujourd'hui réunis à cet atelier-ci dans le cadre de notre série IEP, donc Intervention en pratique. C'est une série qui a été créée à l'automne 2019. Puis ça se veut une occasion de dégager des grands constats et de présenter des projets novateurs, plaçant l'intervention au cœur de leur démarche. Nous souhaitons proposer une réflexion ouverte et critique sur les enjeux actuels et inspirer tous ceux et celles qui interviennent auprès des personnes ou des communautés à risque. Donc, vous allez voir dans nos infolettres d'autres thématiques associées à cette activité. Alors, aujourd'hui, on est réunis sur le thème de témoins actifs et actifs. Donc, comment intervenir quand je suis témoin de violences à caractère sexuel? Les objectifs aujourd'hui, mieux comprendre l'approche de témoins actifs-actives, mettre en pratique les notions de base de l'approche selon les contextes d'intervention. On va faire ça en sous-groupe. Être mieux outillé à intervenir selon le protocole de témoins actifs-actives et mieux sensibiliser votre population comme accompagnée à le devenir témoin actifs et actives. Donc, nous aurons trois grandes parties. La première partie, la mise en contexte de l'approche et la présentation du protocole. Ce sera environ 50 minutes, ce sera enregistré. On va prendre une pause de 10 minutes. Et la deuxième partie ne sera pas enregistrée, où là, on va aller pratiquer, selon des contextes d'intervention, le protocole avec nos 5 co-animateurs, animatrices ici. On fera un retour en grand groupe. Ce sera un autre 50 minutes. On fera une autre pause. Et en troisième partie, on aura la présentation de l'outil SWAT Pro, de l'accréditation Command and Angelo et du projet Spotlight du GRIP. Comme une belle conclusion, vous aurez évidemment une évaluation à remplir pour nous aider à nous améliorer. Et préparez vos téléphones. On va avoir des petites questions sur Mentimeter. Donc, s'il est proche. Et je vais laisser nos super co-animateurs et co-animatrices se présenter. Commençons par Éloi. Allô, je m'appelle Éloi, j'utilise le pronom il en français, they en anglais. Je travaille à l'IDQ depuis le mois d'octobre sur les projets troubles concomitants et le projet Groove qui porte sur l'intervention en milieu festif. Avant ça, j'ai cofondé et mené pendant 6 ans un organisme qui s'appelait Pluri, qui portait sur la prévention des violences sexuelles en milieu festif. J'ai donc été amené à recruter et former une équipe d'intervenantes et de bénévoles. Puis j'ai moi-même intervenu donc dans des contextes de milieux festifs clandestins, dans le contexte de des clubs, dans le contexte de des gros festivals à large échelle, des festivals de moyenne envergure,
Donc, ce sera sur les bases de ces expériences-là que je parle aujourd'hui. Voilà, fait que je voulais vous parler un peu de mon background parce que ça va paraître dans mes exemples. Merci, Éloi. Camille Durocher. Ah oui, moi je suis présentement chargée de projet du nouveau projet Spotlight Droit à la fête au GRIP. C'est un projet où on fait l'approche témoin actif dans les festivals, les raves, les bars. Donc on est présent durant ces événements-là pour s'assurer que donc on fasse la prévention des violences à caractère sexuel. Et je fais aussi un mémoire en sexologie sur le consentement sexuel et la consommation chez les jeunes femmes. Puis, je pense que ça fait pas mal le tour. À lire. Merci, Camille. Kathleen. Kathleen Charles. Bonjour, mon nom est Kathleen Charles, pronom she, they en anglais et elle en français. Et en ce moment, je suis conseillère en santé mentale à l'organisme Head and Hands ou à demain. À l'organisme, c'est un organisme à Notre-Dame-de-Grâce, ici à Montréal. Et je travaille avec des jeunes de 12 à 25 ans qui sont vraiment marginalisés. Mais avant ça, quand j'étais un peu plus jeune et un peu plus innocente, j'ai été formée par Éloi au sein de Pleury pour faire de l'intervention dans les bars. C'est ça. Merci, Kat. Aïta. Oui, bonjour. Moi, je suis Aïka, intervenante chez Elixir. En fait, principalement au projet de la HALT, qui est notre projet d'intervention en milieu festif, qui regroupe un peu ce que le GRIP fait dans leur projet à la base là, de prévention, plus de consommation, puis qui englobe aussi ce que Spotlight, désolé, fait aussi sur la prévention en lien avec les violences à caractère sexuel dans les milieux festifs. Mais Elixir, en fait, on a un milieu de vie aussi qui est réservé aux personnes qui s'identifient comme femmes là, dans la région de Sherbrooke. C'est moi là, qui va animer celui sur l'hébergement, puis centre de jour, peu importe, là, puisque c'est un des aspects aussi qu'on voit là, dans notre organisme. Merci beaucoup, Aïka. Je vais laisser, c'est pas pour rien, la parole à Gisèle ensuite parce qu'elle va nous mettre en contexte aussi de l'approche. Merci. Bonjour tout le monde. Donc moi, je m'appelle Gisèle Pouenjal. J'emploie le pronom elle en français. Je suis chargée de projet au collectif social. En fait, on a un organisme qui travaille notamment sur la prévention des violences sexuelles en milieu festif, principalement dans des bars, mais aussi en milieu cégep et université. Donc, c'est un peu avec ce background-là que je viens. Puis, j'ai eu la chance de travailler avec à peu près tout le monde autour de la table dans les co-animateurs et co-animatrices dans les derniers mois. Ça fait 2 ans que je suis au collectif social. Donc, je suis contente d'être là. Comme Marianne l'a dit, c'est moi qui vais entamer cette première partie, justement avec la mise en contexte. Évidemment, une chose qui était peut-être intéressante pour nous, c'était d'abord de définir qu'est-ce que c'est que des violences sexuelles, à quoi ça fait référence. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de définition universellement reconnue de ce que sont des violences sexuelles, selon là où on est dans le monde, selon les textes sur lesquels on va s'appuyer. Les définitions vont souvent changer. Au collectif social, on s'appuie sur cette définition-ci pour différentes raisons. D'abord parce que c'est une définition qui englobe beaucoup de choses et qui donc a l'avantage d'être assez réaliste sur ce que peuvent constituer des violences sexuelles, mais aussi parce que c'est une des rares, sinon la seule, qui, pour les gens qui sont un peu technocrates et qui aiment ça, qui fait office de loi. En fait, elle vient de la loi qui vise à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. Et comme nous, on travaille beaucoup avec justement des cégeps, des universités, des assos étudiantes, ça nous semblait être tout approprié. Donc, selon cette définition-là, qu'est-ce que sont des violences sexuelles ? En fait, la violence sexuelle, ça va être toute forme de violence commise par le biais de pratiques sexuelles ou en ciblant la sexualité, dont l'agression sexuelle. C'est une notion qui s'entend également de toute autre inconduite qui se manifeste notamment par des gestes, des paroles, des comportements ou des attitudes à connotation sexuelle non désirée, incluant celles relatives aux diversités sexuelles ou de genre, et que ce soit exprimé de manière directe ou indirecte,
y compris par un moyen technologique. Donc, grosso modo, ce grand texte un peu alambiqué, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est basically, la violence sexuelle, c'est tout un tas de choses. Ça peut être évidemment des gestes, des paroles, des comportements ou des attitudes qui vont concerner l'ensemble des personnes, incluant les personnes concernées par la diversité sexuelle ou de genre, et que ça peut être fait de manière directe ou indirecte, et également par un moyen technologique, parce qu'on est quand même en 2023 et que c'est la réalité de ce qu'on vit. Alors, une fois qu'on sait ça, je l'ai mentionné rapidement, la question aussi, c'est de savoir qui est concerné. Et quand on parle de violence sexuelle, qui est-ce que ça concerne? Qui peut être touché par ça? Là, en fait, évidemment, différentes personnes. Si on avance un petit peu d'une slide, ouais, encore une fois, s'il te plaît. Parfait. On a quelques statistiques ici qui sont sorties de différentes études, la plupart au Québec, certaines au Canada. Parfois, on n'a pas tous les chiffres ou toutes les études qu'on souhaite avoir au niveau québécois. Donc, quand ce n'est pas le cas, évidemment, on va un peu plus largement. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'au Québec, une femme sur 3, pardon, un homme sur 6 subira une agression sexuelle au cours de sa vie. On sait également, pardon, si on avance d'une slide encore, si tu veux, Marianne, que merci, les femmes handicapées, les femmes autochtones également sont 3 fois plus susceptibles de vivre une agression sexuelle au cours de leur vie. On en a parlé un peu tout à l'heure, si on avance encore dans la reconnaissance territoriale, on sait que sur le territoire sur lequel on vit, il y a des milliers de femmes et de filles autochtones qui ont disparu, qui ont été assassinées. Sur ce territoire-là, ça va faire également partie de ce qu'on considère comme étant des violences sexuelles. Également, qui est concerné par ça? Les études nous montrent qu'une personne LGBTQ+ sur 2 subira une agression sexuelle au cours de sa vie après l'âge de 15 ans. Et parfois, on nous pose la question à savoir pourquoi dans cet acronyme-là, il manque des lettres. Simplement parce que dans les études qu'on a trouvées qui montraient ces chiffres-là, c'était les seules communautés qui étaient représentées. Je le disais tout à l'heure, parfois les chiffres, les données nous manquent. Donc, pour être vraiment en lien avec ce qu'on a trouvé, on a fait périmètre effectivement uniquement les données qu'on avait trouvées. On sait aussi que il y a des gens qui, quand ils vont, ou elles vont vivre de la violence sexuelle, vont aller peut-être auprès des autorités pour porter plainte, par exemple. Ce qu'on sait, notamment si on avance, c'est qu'il y a certains groupes qui sont moins susceptibles d'être crus quand ces personnes-là vont à les autorités, vont aller porter plainte, notamment les femmes racisées qui ont également moins de probabilité de voir leur agresseur se faire condamner après avoir porté plainte. Et plus largement, les personnes LGBTQIA2S+, sont, elles, pardon, 3 fois plus susceptibles de subir une agression sexuelle au cours de leur vie. L'objectif de cette diapositive, c'est pas de faire paniquer. Je pense que vous êtes plusieurs à peut-être déjà avoir vu ces chiffres-là, sûrement qu'il y en a plusieurs que vous connaissez déjà, mais le but, c'est vraiment de montrer que de manière générale, la violence sexuelle, ça touche tout le monde, toutes les personnes, quels que soient à différents niveaux. Évidemment, il y a des chiffres qu'on n'a pas réussi à trouver, par exemple, notamment on s'intéressait, nous, à la question de l'équité sociale des standards de beauté. On sait que, on a un peu l'impression, en tout cas, que les personnes grosses, les personnes en situation de pauvreté, les travailleurs et travailleuses du sexe sont aussi des personnes qui vont être concernées par ça, mais encore une fois, on n'a pas nécessairement les chiffres. Donc moi, ce que je voulais faire d'abord, c'est un petit portrait. On a défini ce que c'était que des violences sexuelles, on a vu un peu de certains chiffres, à savoir qui est concerné par ça, et là, on rentre dans la magie du téléphone. Je vais vous demander, je crois que ça marche aussi sur ordinateur pour les personnes qui n'ont pas leur téléphone, et d'aller sur le lien. Je vais essayer de vous le mettre dans le chat à l'instant. C'est le www.menti pour les personnes qui ont... Ah, parfait. Je peux le mettre dans le chat si tu veux aussi. .com, ouais, vous le voyez tout en haut de l'écran, sinon il y a le code QR en bas. Et en fait, quand vous allez arriver sur la page, on va vous demander un code. Le code, c'est le 24754514. Je le mets dans le chat pour les gens qui peut-être ne le voient pas très bien à l'écran. 75514. C'est dans le chat.
Et là, je vais vous demander de répondre à la question suivante qui est quelles formes peuvent prendre les violences sexuelles? Comment ça peut se concrétiser, se matérialiser selon vous? Je suis curieuse de voir un peu ce que vous avez à dire à ce sujet-là. Je vois qu'il y a déjà 29 personnes qui sont dedans, donc rentrez vos réponses au fur et à mesure. N'hésitez pas à les mettre et puis comme ça, on va pouvoir regarder tout ça ensemble. On a donc commentaires qui sort, agression, geste, harcèlement, parole, ok, physique, toucher, psychologique. Ça, c'est rare qu'on me le sorte aussi rapidement. Je suis contente de voir ça. Conversation non désirée également. Vous allez voir, les mots qui apparaissent en plus gros sont des mots qui ont été tapés plusieurs fois par plusieurs personnes aussi. Donc, c'est intéressant de voir lesquels vont prendre quelle proportion. Où ça bouge beaucoup, c'est vraiment le fun, vous avez vraiment de belles réponses. Violence conjugale, effectivement, contrainte physique, on a quelqu'un qui a écrit regard, sifflement, mauvais feeling, ça c'est très intéressant aussi que ce soit sorti maintenant. Stealthing, ok, commentaire. C'est quoi ça? Pardon? C'est quoi ça, Stealthing? Je vais en parler après, c'est pour ça, je suis contente de le voir là, mais je vais le mentionner après, c'est ça. C'est vraiment le fun que ça soit sorti. Pratique consentante, paroles inappropriées. Ok, waouh, d'accord. Il y avait beaucoup de choses à dire, c'est vraiment fun. Sifflement, ça on l'a mentionné. Ok, parfait. Et ok, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, les mots aussi. Donc, ce que je trouve ça intéressant que ça prenne, vous soyez allés dans différentes sphères, différentes réponses qui apparaissent. Et ça, c'est vraiment le fun. Je vois que ça commence à ralentir, donc je vous propose qu'on retourne à la présentation PowerPoint, puis on va regarder un peu dans vos réponses. Évidemment, c'est des réponses qui sont vraiment on point, si vous passez l'expression. Moi, ce que j'ai préparé, c'est une liste non exhaustive, évidemment, de ce que sont des violences sexuelles. Et quand je dis non exhaustive, c'est notamment parce que, malheureusement, quand on parle de violences sexuelles, les gens font preuve de beaucoup d'imagination. Donc c'est dur de faire une liste parfaite qui va tout contenir. Mais par exemple, de quoi on va parler? On va parler de propos, comportements sexistes, misogynes ou dégradants. Ça, on l'a vu plusieurs fois dans le Mentimeter tout à l'heure. C'était, je pense, d'ailleurs, un des plus gros mots qui était en gros, je le vois là, parole, qui était mentionné. Je pense que souvent, l'exemple qu'on va donner, parfois, c'est ce qu'on appelle le catcalling, donc dire des choses, créer quelque chose à quelqu'un dans la rue, par exemple, des choses comme ça. Puis tout à l'heure, on aura le temps d'en parler un petit peu dans un groupe. Mais oui, tout ce qui va être verbal va rentrer là-dedans. On va parler également de voyeurisme, d'exhibitionnisme et de frotteurisme. Évidemment, si j'emploie des termes que vous ne comprenez pas, je vous demande de m'arrêter et de me poser des questions. Donc, le voyeurisme, l'idée de regarder, observer quelqu'un quand cette personne-là peut s'attendre à avoir une certaine intimité dans un vestiaire, par exemple, dans une salle de bain, dans une cabine d'essayage, dans les vestiaires de mon gym, dans les toilettes, peu importe. L'exhibitionnisme, c'est l'idée de se montrer, au contraire. Le frotteurisme, donc l'idée de frotter ses parties génitales sur une personne sans son consentement, qui peut arriver dans différents contextes. Festif, notamment quand on est sur une piste de danse, qu'il y a du monde dans un bar ou ailleurs, mais également dans d'autres contextes. Pour les personnes qui peut-être ont regardé la série Sex Education sur Netflix, il y a eu une saison, je pense que c'est dans la saison 2, on a un épisode de cette jeune fille qui s'appelle Amy, qui va à l'école et qui est dans le bus, et on voit un homme qui vraiment se frotte derrière elle. C'est aussi un cas de frotteurisme. On parle aussi d'intoxication, évidemment, dans le but de commettre des gestes sexuels. Souvent, selon les milieux où on va être, quand je parle de ça, notamment dans le milieu des bars, quand je fais une formation à des gens qui travaillent dans des bars, souvent ce qu'on va nous dire, c'est « Oh mon Dieu, le GHB ». Est-ce que c'est une réalité? Oui, certainement, mais je pense que vous le savez aussi, sinon mieux que moi, que l'intoxication, ça peut prendre différentes formes. D'abord, effectivement, l'idée de spike les verres de quelqu'un, mais
On le sait, le GHB, c'est pas nécessairement la drogue du viol. En termes de statistiques, la drogue du viol la plus communément utilisée demeure l'alcool. Donc, c'est pas avec le verre de quelqu'un, mais quelque chose dans le verre de quelqu'un, que ce soit plus une quantité beaucoup trop grande d'alcool par rapport à ce qui était attendu, par exemple, ça va être ça. Mais l'intoxication, ça prend aussi 2 autres formes. La première, admettons que je suis dans un bar avec mon ami, Sam, par exemple, et en fait, je vais, moi, commander différentes consommations pour Sam et moi. Donc, salut, je vais te prendre 2 shots de je ne sais quoi et 2 bières, de sorte à ce que Sam va consommer beaucoup, puis peut-être au-delà de ses capacités, puis au-delà de sa volonté également, parce qu'il y a une espèce d'attente sociale quand quelqu'un commande un verre pour toi et te le met devant tes yeux. Il y a une attente un peu que le verre est là, je vais le boire. C'est des choses que nous, on voit beaucoup dans notre milieu de travail, par exemple. Donc ça peut rentrer dans le cas d'intoxication dans le but de commettre des gestes sexuels. Et également l'idée, par exemple, de laisser observer une personne s'intoxiquer elle-même. C'est à l'anniversaire de Sam fait avec ses amis. Puis je trouve que ça met de mon goût. Et Sam est en train de consommer de son plein gré. Et moi, je ne suis pas en train de l'inciter, mais je vais quand même garder un œil sur Sam pendant la soirée, jusqu'à ce que j'ai l'impression que je puisse me dire et penser, ah ben là, il me semble que Sam a assez consommé, a un peu perdu la carte. Je vais essayer d'en profiter pour commettre des gestes sexuels. Évidemment, je ne vais pas passer en revue chacun des termes, mais donc on parle d'exploitation sexuelle, également de coercition sexuelle. C'est un terme sur lequel j'aime m'arrêter, notamment parce que c'est quelque chose qui peut être assez insidieux, qui parfois va passer par des petits commentaires qui peuvent sembler être pas grand-chose, mais qui peuvent avoir quand même de grandes conséquences. Et c'est notamment quelque chose qu'on peut voir, la coercition sexuelle, dans des dynamiques de couple. Par exemple, des choses qu'on a régulièrement vues comme ah, mais si tu m'aimais vraiment, tu ferais ci, mon ex faisait ça. Ben voyons, c'est la Saint-Valentin, on devrait faire des choses comme ça. Donc, ce genre de petites, entre guillemets, attitudes ou commentaires qui vont aller biaiser le consentement de la personne ou des personnes qui sont face à nous. Évidemment, l'agression sexuelle, le harcèlement, les féminicides. Et après, on rentre dans le domaine de tout ce qui est virtuel, avec le cyberharcèlement, la cyberviolence. Je parle notamment aussi de la prise et la diffusion d'images à connotation sexuelle. Parfois, la prise d'image, les gens vont se dire, ah ben oui, évidemment, mais la diffusion également est un souci, notamment par exemple si on parle de revenge porn. Donc je suis dans une relation avec quelqu'un, on s'entend pour s'envoyer des photos, tout va bien, puis après à la fin de cette relation, cette personne décide de montrer ces photos que moi je lui ai envoyées sans mon consentement, à d'autres. Ça va rentrer là-dedans, par exemple. Mais également la contrainte à visionner du matériel sexuel. Alors là, on va être dans forcer quelqu'un à regarder du porno, par exemple, mais également les fameuses dick pics que nous connaissons, n'est-ce pas, parce que nous vivons en 2023. Alors, le problème, c'est pas le dick en tant que tel. Le problème, c'est que si je n'ai pas demandé à la recevoir, cette photo-là, ça ne va pas. Dans les dernières années, on a beaucoup vu de gens qui airdroppaient des nudes dans des lieux publics, des gares, la rue, un bar, l'aéroport, why not? Ça va rentrer évidemment là-dedans. Et là, je vais m'arrêter sur quelque chose qu'une personne a mentionné dans le Mentimeter tout à l'heure, le stealthing ou furtivage en français. Et je vais vous demander, est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce qu'il y a une personne qui, dans le chat ou à micro ouvert, veut nous donner un peu sa définition de ce qu'est le stealthing ou le furtivage en français? Je vois une main levée de Jérôme Pelletier. C'est le retrait non consenti, en fait, du condom pendant l'acte. Exact. C'est le retrait, effectivement, de la protection, de la contraception à un moment donné. Effectivement, tout à fait. Il y a parfois des discussions à savoir est-ce que ça concerne uniquement le condom, ça peut aussi être la digue dentaire, ça peut être d'autres formes de contraception, effectivement, parce qu'au moment où la relation a commencé, on s'est entendu, mon consentement était dans tel et tel critère, et au moment où ce critère-là n'est plus respecté, mon consentement
n'a plus lieu, effectivement. Et même question, est-ce que vous savez ce qu'est en français l'accaparement ou le hogging en anglais? Pas beaucoup de mains levées là. Hein. Celui-là, c'est rare que j'ai une réponse là-dessus. Donc, c'est normal que je me sente un peu seule en ce moment. Le hogging ou accaparement, c'est une pratique dont moi, en tout cas, personnellement, j'ai plus entendu parler dans les dernières, la dernière année et demie, notamment dans des contextes américains, mais pas seulement, notamment dans des contextes universitaires de frat. Donc, lycée, en fait, c'est l'idée, par exemple, je vais vous donner un exemple pour que ce soit peut-être un peu plus clair. On est dans un party étudiant et c'est souvent des hommes qui font ça. Un groupe de 3-4 jeunes hommes qui sont dans un party et l'un d'eux va dire à un de ses amis « Oh, t'es pas game d'aller embrasser telle personne là-bas. » Donc, il y a d'abord l'idée du défi d'abord, mais aussi souvent la personne qui va être ciblée par ce commentaire-là est une personne qui est jugée hors des standards de beauté. Donc, souvent une personne grosse, une personne qui ne correspond pas aux standards de beauté d'une manière ou d'une autre. Et donc, on ne va pas aller approcher la personne pour avoir du plaisir réciproque, mais bien pour se moquer d'elle. Dans certains cas, on avait vu des choses qui allaient assez loin, où ça allait jusqu'à les deux personnes vont dans une chambre, dans cette grande maison-là, acte sexuel, et les autres amis qui vont rentrer dans la chambre et se moquer, parfois prendre des images aussi. Ça, c'est des choses qu'on a vues également. Souvent, on pose la question à savoir comment est-ce que ces choses-là sont nouvelles, notamment quand on parle d'accaparement et de furtivage. La réalité, c'est que c'est pas tant qu'elles sont nouvelles, c'est que parfois, il y a des choses qui se passent dans nos sociétés, mais on va manquer de mots. Les mots vont nous manquer, on n'a pas les qualificatifs pour décrire des phénomènes qui existent déjà. Et parfois, d'autres langues sont en avance. Donc, surfing et hugging sont arrivés dans la langue anglaise, en tout cas avec ces définitions-là, pas très longtemps avant, puis il a fallu un petit peu de temps pour qu'on les ait en français. Donc voilà, encore une fois, comme je le disais, l'idée ici, c'est pas de vous dire que c'est tout ce qui existe, il n'y a rien d'autre, mais c'est un peu pour pouvoir montrer un peu l'étendue de à quoi peuvent ressembler des violences sexuelles. Et là, on va aller dans un autre Mentimeter, parce qu'on aime ça rendre les choses un peu dynamique, n'est-ce pas? Vous allez voir, cette fois-ci, le code est différent. Laissez-moi vous le sortir. Est-ce que tu peux juste me donner le code, s'il te plaît, dans le chat, Marianne, pour ce nouveau Menti, s'il te plaît? Ou Camille, d'ailleurs. Non, je peux pas. J'aimerais savoir 4 mains, mais je peux pas. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux juste me le donner de vive voix, s'il te plaît? Oui, c'est le 5909. Ouais. 80929, mais je le partage là à l'instant. Super, merci beaucoup. Et je vois Anis qui dit que peut-être que accaparement n'est pas le bon mot, hugging est encore plus cru. Je suis tout à fait d'accord. Parfois, les mots ne sont pas exacts. Malheureusement, en français, pour l'instant, c'est le seul mot que, quand on faisait nos recherches, on a trouvé. Par contre, si vous avez d'autres mots à nous suggérer, je suis vraiment preneuse parce que parfois, on a de la difficulté, nous aussi, à trouver des mots qui correspondent exactement d'une langue à l'autre. Mais oui, Anis. C'est pas une question, c'est plus dans la signification, parce que hugging, le verbe de hug, c'est d'accaparer. Oui. Mais si je regarde la définition de la pratique sexuelle, du comportement violent, le hugging, on parle d'un hug, on parle d'un porc. C'est pire que de l'accaparement, ça serait de l'emporcinement, on va dire. C'est bizarre, c'est cru comme mot, j'aime pas ça. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait cru comme mot. Et ça met dans les textes, quand on faisait la recherche, justement, c'était souvent le terme qui était le plus employé comme équivalent. Je ne dis pas qu'il est parfait, je ne dis pas qu'il n'est pas amené à évoluer. Moi, je pense que ça doit et que ça va évoluer. Pour l'instant, c'était ce qui semblait avoir le plus de consensus, mais je suis d'accord que ce n'est pas des termes qui sont parfaits.
Je vais juste revenir rapidement sur le Mentimeter. Donc, la question qui est où est-ce que les violences sexuelles peuvent se manifester? Et comme vous êtes un groupe brillant, vous êtes déjà dedans et c'est moi qui suis à la traîne, mais je vous rattrape dans une seconde, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on voit comme réponse, notamment travail, école, c'est ça, il y a les réponses de partout. Puis ce que je voulais justement, c'était le partout, où est-ce que c'est? Donc, endroit public, un party, milieu de vie chez soi, festival, bal de finissant, Tinder, donc on est dans du virtuel, le milieu de travail, à la maison, on a en intimité, dans la rue également. Travail, école sont vraiment assez présents également. On a quelqu'un qui a écrit également relation de pouvoir. Ça, c'est très intéressant. Dans le couple aussi, en club, domicile, sur Internet, dynamique de pouvoir qui revient également. Effectivement, toutes ces réponses-là sont valides. Si l'idée, c'est vraiment de montrer, on le sait, mais de faire cet exercice de réflexion-là ensemble, parce qu'effectivement, la réponse qui serait valide, ce serait partout. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et également, je vais un petit peu accélérer, je vois le temps qui file. J'aimerais qu'on fasse un petit exercice ensemble. Parce qu'une fois qu'on sait tout ça, qu'on a fait un peu l'état des lieux des violences sexuelles, il y a à savoir comment est-ce qu'on fait pour être un témoin actif ou une témoin active. Marianne, si tu veux, tu peux préparer la vidéo pendant que je la mets en contexte. Donc, on va regarder une vidéo ensemble avec un exercice qui va être assez simple. Vous allez voir, on n'a pas besoin de son dessus. Est-ce que tu peux également enlever les sous-titres, s'il te plaît, Marianne? Ouais, merci beaucoup. Alors, avant qu'on commence la vidéo, ce que je vais vous demander de faire, en fait, c'est assez simple. Si vous l'avez déjà vu, la vidéo, s'il vous plaît, gardez le suspense pour vos collègues. Donc, je vais vous demander de compter le nombre de passes effectuées par l'équipe qui porte des chandails blancs. D'accord? Donc, l'équipe des chandails blancs va se faire des passes avec un ballon. Donc, je vous demande de compter le nombre de passes et de faire 2 comptes différents. Les passes aériennes et les passes au sol. D'accord? La vidéo dure à peu près 1 minute 30. Donc, on compte le nombre de passes aériennes et de passes au sol faites par l'équipe avec les chandails blancs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Oui, parfait, super, c'est parti. On peut arrêter là, la vidéo. Merci. Donc, vous avez vu, il y a eu un petit reveal à la fin, mais ce n'est pas grave. Dans le chat, ou ouvrez vos micros, combien vous avez vu de passes aériennes? Ok, j'ai quelqu'un qui dit 16, j'ai dit 8. Qui dit mieux? On est aux enchères. 12, 14, 8, ok. Parfait. Combien vous avez compté de passes au sol? 6, 8, 6, 8, ok. D'autres chiffres, 7, parfait. Très intéressant. Il y a eu 10 passes aériennes et il y a eu 6 passes au sol, d'accord? Est-ce que vous avez remarqué aucune, j'ai tapé, c'est pas grave, on est ensemble, on est ensemble. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un gorille qui a traversé la scène? Ouais. Est-ce que vous avez remarqué que le rideau derrière a changé de couleur? Ouais, ça c'est rare qu'on le voit. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une personne aussi de l'équipe avec les chandails noirs qui a quitté la scène, qui est juste partie? Non? Ok. Et en fait, cette vidéo, pourquoi je la montre, c'est parce que dans l'approche témoin actif, l'idée, c'est d'abord, on sait ce que c'est que la violence sexuelle, mais c'est aussi de pouvoir prêter attention. Et la réalité, c'est que quand on est rarement dans la vie, où qu'on soit, en train de se dire, mon Dieu, où sont les violences sexuelles?
je suis à 100% tout le temps du temps. Okay? Souvent, on est en train de travailler, on est en train de faire à souper, on est en train de marcher dans la rue, on est en train de boire un verre avec des amis, on est en train de travailler dans notre milieu de travail. Et il se passe beaucoup de choses. Donc, l'idée derrière ça, c'est aussi de montrer, parfois, il y a des choses qui vont se passer et qu'on va simplement pas voir. Mais quand on est plusieurs à voir les choses, souvent, il y a une personne qui va être en mesure de se dire « Ah oui, moi, j'ai vu ci, moi, j'ai vu ça ». On n'a peut-être pas toute l'information, mais on a une partie de l'information. Peut-être que je n'ai pas vu les 10 passes aériennes, mais peut-être que j'en ai vu 8 déjà. Puis, c'est déjà vachement bien d'en avoir 8 ou 6, d'accord? Donc, l'idée derrière ce petit jeu-là, c'est de dire être un témoin actif ou active, c'est aussi parfois de prendre le temps de prêter attention à ce qui est autour de nous. On n'attend pas la perfection des gens, évidemment, c'est impossible, mais c'est un peu l'exercice. Alors, donc, si on retourne au PowerPoint, les témoins actifs, qu'est-ce que c'est? Puis je vais faire ça très rapidement. On estime en tout cas, qu'il y a 3 types de témoins. Les témoins complices, les témoins passifs ou passives, et actifs ou actifs. Donc, souvent, les témoins complices sont des gens qui vont donc assister à la scène, mais contribuer à la violence, la tolérer, blâmer les personnes victimes et survivantes, déresponsabiliser celles, ou même les gratifier, celles qui vont commettre les gestes de violence sexuelle, et parfois même ignorer, nier volontairement que la violence sexuelle est en train de se passer. Pour les personnes plus passives, là, c'est des gens qui vont soit pas reconnaître, pas savoir que ah ben ça c'est de la violence sexuelle, ou alors qui vont reconnaître que oui c'est de la violence sexuelle, mais qui vont pas forcément être capables de la faire cesser. Bien souvent ces gens-là, moi je n'ai déjà été, il y a des fortes probabilités que ça m'arrive encore. C'est pas des gens qui sont forcément mal intentionnés, mais parfois c'est aussi des gens qui peut-être sont un peu, qui manquent d'outils, qui sont un peu genre flabbergastés, genre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais avec ça? On va travailler là-dessus, tout à l'heure dans les petites salles. Et enfin, les témoins actifs ou actives. Donc là, on va être avec des gens qui vont reconnaître la violence sexuelle, approfondir leurs connaissances, transmettre leurs connaissances aussi, et évidemment, toujours soutenir les personnes victimes et survivantes. Alors, une fois qu'on sait ça, la question, c'est quand est-ce que j'interviens? Quand moi, je veux être une témoin active, qu'est-ce que je fais? Si on avance d'une slide pour être réellement témoin actif puis aider les gens. Ben d'abord, quand intervenir, quand je vois un comportement problématique, et ça même si j'ai un doute, et je ne vais pas en dire trop, et évidemment, je vais essayer de ne pas me mettre moi en danger, ni de mettre les autres en danger. Et la question, c'est de savoir, évidemment, comment est-ce que je fais ça? Et je vous laisse sur cette belle question avec Éloi. Merci Gisèle. Effectivement, on va commencer par se demander quand est-ce que j'interviens? Si on me fait passer à la prochaine diapo. Donc, avant d'entrer dans la situation, c'est important de prendre le temps de l'évaluer parce que vous allez pouvoir évaluer à ce moment. J'ai l'impression que tout le monde lit le PowerPoint en ce moment. Je suis en train de regretter ma décision. Mais c'est ça. Avant d'entrer dans la situation, c'est important de l'évaluer pour évaluer, entre autres, votre propre capacité à intervenir, aussi le danger de la situation pour la personne qui le vit, pour vous si vous rentrez dans la situation, puis un peu aussi c'est quoi, qui va être de votre bord, tu sais, c'est qui vos alliés dans cette situation-là, puis c'est qui pourrait en fait empirer la situation dans cette situation-là. Je pense que c'est aussi important, je pense qu'un truc qui est quand même clé avant de rentrer dans toute situation pour moi, c'est d'évaluer si mon intervention devait se passer vraiment, vraiment mal. Puis qu'il y a une des deux personnes, la personne, mettons, qui commet le harcèlement, qui doit être retirée de l'espace où on se trouve. Est-ce que c'est possible? C'est quoi les mécanismes qui sont en place pour que ça se passe? Donc, on va passer un peu à travers tous les éléments à évaluer. Je commencerai par moi-même. Donc, je me demande un peu comment je me sens. Est-ce que je viens de faire 3 interventions de suicide aujourd'hui, puis je suis vraiment comme à bout complètement, puis j'ai la batterie à terre. Puis en fait, j'ai une collègue qui est là, qui vient juste de rentrer pour son chiffre, mais peut-être que ma collègue va être mieux disposée que moi émotionnellement à rentrer dans une situation qui pourrait se passer de toutes sortes de façons. En fait, on ne sait pas. Une fois qu'on rentre dedans. Ensuite, combien de temps est-ce que j'ai devant moi? Comme j'allais dire, est-ce que mon chiffre finit dans une demi-heure? Est-ce que dans 2 heures, le bar dans lequel on se trouve va fermer? Puis en fait, toutes les personnes impliquées dans la situation vont se faire mettre sur le trottoir en même temps. Puis donc, peu importe l'intervention que j'ai faite, là, ils vont se ramasser dans l'espace public sans supervision ni soutien. Puis là, ben, ça pourrait être dangereux pour la personne qui vit le harcèlement, par exemple. Ou par exemple, même chose si on fait un centre de jour, là, puis que ben, on ferme dans une demi-heure, ben là, les 2 personnes la personne qui vivait le harcèlement et la personne qui harcelait vont se ramasser sur le trottoir ensemble. C'est important aussi de penser à de quoi j'ai l'air. Ça peut avoir l'air anodin, mais notre apparence physique va. En fait, un principe de l'intervention témoin actif, c'est que
il y a généralement une espèce de OK, je retire ce que j'ai dit, là, je vais me perdre dans ce que je dis. C'est pas important. L'important, c'est l'apparence physique parce que ça va influencer la façon que les gens qu'on approche vont nous recevoir. Ça va influencer aussi la façon que les autres témoins de la situation vont nous percevoir. Puis ça peut influencer aussi comment est-ce que, par exemple, la sécurité d'un espace, s'il y en a une, dépendamment d'où on est, peut nous percevoir ou nous soutenir. Par exemple, je suis moi-même une personne trans et j'ai fait de l'intervention témoin actif pendant toute ma transition. Au fur et à mesure que mon apparence physique changeait, donc voilà à peu près 6 ans, j'étais perçue comme une femme cisgenre féminine. Donc, si je voyais une situation de harcèlement où un homme harcelait une femme, je pouvais rentrer beaucoup plus rapidement en contact avec la femme pour lui dire Hey, est-ce que tu es correct? Parce qu'elle n'allait pas assumer que moi, je lui veux du mal. Et en ayant maintenant l'air d'un homme, j'ai perdu ce lien de confiance-là avec les femmes, donc je ne peux pas les approcher de la même façon. Il faut que je prenne beaucoup plus mon temps. Faut que je fasse beaucoup plus attention. Tu sais, avant, dans une foule, je pouvais rapidement comme taper sur l'épaule ou des choses comme ça. Maintenant, j'évite le contact physique, par exemple, des choses comme ça. Donc, ça va influencer la façon qu'on approche la situation. C'est important à prendre en compte. Est-ce que je vais être perçu comme quelqu'un qui va harceler cette personne-là encore plus? Bref, vous voyez le genre. Vous voyez, le genre, justement. Donc, sinon, on va aussi analyser notre relation avec les personnes impliquées. J'ai en parlé un petit peu, mais comment ils vont nous percevoir, mais aussi, est-ce que c'est, par exemple, une utilisatrice de service que je connais depuis des années? Est-ce que notre lien d'intervention y est bon? Est-ce qu'elle m'a envoyé promener la semaine passée, puis elle m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais me parler? Euh, Aussi, voir un peu, ça, c'est l'aspect qui est important. En fait, en intervention témoin actif, souvent, les gens interviennent pas parce qu'ils sont pas sûrs si c'est vraiment du harcèlement ou s'il y a vraiment de la violence. Puis, euh, j'encourage les gens à surmonter ce feeling-là d'incertitude parce que n'agissant pas parce que les gens, des fois, il y a un feeling d'incertitude et finalement, ils laissent la situation escalader jusqu'à un point où là, les conséquences sont beaucoup plus graves. Donc, euh, pour surmonter cette incertitude-là, une des choses qu'on peut faire, c'est simplement prendre plus de temps pour observer la situation, puis observer, entre autres, la réaction, le langage corporel ou les mots même qui sont dits par la personne qui semble être harcelée. Puis aussi, essayer de comprendre un peu leur relation mutuelle. Dans le temps où je travaillais dans les bars, tu sais, est-ce que je les ai vus arriver ensemble dans l'événement? Est-ce qu'ils ont l'air de se connaître? Est-ce qu'ils n'ont pas l'air de se connaître? Ça va influencer mon intervention. Par exemple, si deux personnes par exemple, si je suis témoin j'ai entre autres fait de l'intervention dans le contexte de festivals de cinéma. Je pense que dans le domaine des arts et de la culture, il y a beaucoup une situation où les gens travaillent par contrat, puis c'est un milieu où ta réputation est très importante. Puis des fois, tu es témoin d'une situation de harcèlement entre deux personnes qui travaillent ensemble, mais si tu interviens, tu vas en fait porter atteinte à la carrière de la personne qui se fait harceler, puis peut-être qu'elle elle va vouloir choisir de vivre le harcèlement maintenant, mais de miser sur sa carrière plutôt que d'avoir une intervention puis d'avoir à faire face à ce conflit-là dans son milieu de travail. Ça peut être choquant d'entendre ça, mais c'est une réalité. Puis ultimement, si la personne vit des violences dans sa vie à elle, c'est à elle de prendre la décision de comment est-ce qu'elle veut dealer avec ça. Puis c'est important de ne pas enlever l'autonomie des gens, puis de ne pas prendre cette décision-là pour eux, même si ça peut être choquant des fois. Ça peut aussi être une situation de violence conjugale, par exemple, puis à ce moment-là, peut-être que notre intervention pourrait, si on ne tient pas en compte ce facteur-là, notre intervention pourrait possiblement avoir des conséquences graves sur la personne qui vivait la violence après notre intervention. Donc, c'est important de comprendre que, dépendamment de la relation entre les personnes, euh, euh, c'est ça, notre intervention pour nous se finit au moment où on l'a fait, mais peut-être que pour les gens, ça va avoir des répercussions beaucoup plus tard. Euh, justement, un autre facteur à tenir en compte, les autres témoins. Est-ce que c'est des alliés, par exemple? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut, tu sais, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a l'air choqué par la situation. Puis là, ben, là, c'est sûr que mes exemples se ramènent au milieu festif, mais peut-être que dans un contexte de milieu festif, je peux dire, bon, ben, je vais aller check-in avec. Oui, je vois la question dans le chat. Je vais finir ma phrase, puis après ça, j'y arrive. Donc, mettons que je suis dans un bar, puis là, je suis témoin d'une situation. Il y a une autre personne à côté de moi qui a l'air aussi choquée par la situation. On en parle un petit peu ensemble. Je suis comme, OK, je vais aller check-in avec la personne.
Si ça se passe pas bien, je te fais signe, va chercher la sécurité. Ça peut être une façon de mobiliser à ce moment-là un autre témoin. Par contre, à l'inverse, si tu as une situation de violence entre une personne puis une autre, puis que tu as des gens qui connaissent pas, qui sont des gens qui sont simplement des passants, entre autres, une autre situation que j'ai vécue, ils s'arrêtent puis ils commencent à filmer. Ça, je dirais que c'est des témoins qui eux-mêmes empirent la situation. Donc, à tenir en compte dans notre évaluation parce que, par exemple, si là, je deal avec une situation de harcèlement, mais en plus, j'ai 3 témoins qui sont là puis qui pourraient aggraver ma situation encore plus, puis que moi, j'ai pas de système de sécurité autour de moi, puis qu'il y a personne qui va m'aider dans mon intervention, mais je vais prendre beaucoup moins de risques dans je vais peut-être pas prendre le risque de confronter la personne qui vit le harcèlement, puis je vais peut-être juste mettre mon énergie sur essayer de retirer la personne qui vit le harcèlement de la situation pour la protéger. Alors que si j'ai un système de sécurité qui m'aide, des témoins qui m'appuient, puis que j'ai un bon lien, par exemple, avec la sécurité qui est là, à ce moment-là, je peux prendre peut-être le risque de confronter la personne qui fait du harcèlement, puis d'essayer de lui expliquer que son comportement porte problème. Ici, je vois la question. Éloi, quand tu dis que tu fais du témoin actif, tu parles de ton quotidien ou tu veux dire que tu l'appliques comme job dans le style, tu es payé pour aller à X spectacle pour surveiller s'il y a des situations possibles de violence à caractère sexuel? Eh bien, effectivement, Anis, pendant 6 ans avec le projet Pluri que j'ai cofondé, c'était ma job. J'étais payé par les festivals et les bars et les raves pour les aider, pour surveiller s'il y avait des situations de violence à caractère sexuel, puis les aider. À ce moment-là, j'avais forcément des meilleurs liens avec la sécurité parce que c'était l'organisateur d'événements qui me faisait venir. Ceci étant dit, j'ai aussi donné des formations. Ben, de toute façon, le témoin actif, j'en ai fait dans ma vie. Là. J'habite pas loin d'une rue où il y a beaucoup de clubs. Fait que l'exemple, par exemple, des gens qui filmaient, ça, c'est un exemple d'une fois où je faisais juste rentrer chez moi un samedi soir, puis il y avait une situation dans la rue. Très bien, merci Marianne. Donc, tout ça pour dire, l'environnement, est-ce que c'est un environnement privé ou public? Ça veut dire, surtout en fait, le plus important pour moi en intervention témoin actif, c'est est-ce que je suis à l'intérieur ou à l'extérieur? Parce que si je suis à l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile de mettre quelqu'un dehors parce qu'on est déjà dehors. Ceci étant dit, je suis dans un festival extérieur ou un après-bal extérieur où on a privatisé temporairement une partie de l'espace extérieur. Ça peut être déjà un peu plus facile, mais pas tout à fait facile, mais un peu plus facile de faire sortir la personne des limites de l'événement. Mais c'est sûr qu'un événement intérieur, ça va être beaucoup plus facile. Ensuite, est-ce que c'est justement, comme j'ai dit, c'est-tu privé ou public? Est-ce qu'on est dans la maison de quelqu'un ou on est dans un club? Est-ce qu'il y a une foule super pactée? Est-ce que la musique est forte, fait qu'on a de la misère à se parler? Est-ce qu'il y a un espace plus tranquille où on peut avoir une conversation qui n'est pas trop loin, par exemple, de la sécurité? Et donc, la sécurité, j'en ai parlé un peu tantôt, mais quels sont les mécanismes pour faire sortir quelqu'un de l'événement? Est-ce que c'est moi qui dois le faire? Est-ce que c'est la sécurité qui va le faire? Est-ce qu'il y en a? Dans un contexte d'espace complètement public, le trottoir, là, la rue et la rue, mettons, il n'y a pas de système de sécurité. Le système de sécurité, c'est la police. Donc, à tenir en compte encore une fois, puis encore une fois, quelle est ma relation à la police? Quelle est la relation de la personne auprès desquelles j'interviens avec la police, puis comment est-ce que ça influence mon intervention? Voilà, donc j'enchaînerai. Donc, je dirais que souvent quand je donne des formations, c'est ici que je dis que s'il y a une chose que vous avez à retenir de cette formation-là, c'est les 2 questions qui suivent. La première, est-ce que cette situation-là te dérange? Et la deuxième, est-ce que tu veux mon aide? Donc, la première, c'est pour confirmer avec la personne qu'elle est effectivement incommodée par la situation. Ça m'est arrivé des fois de voir des situations où je suis comme, hey, ça, c'est sûr que c'est pas correct. Puis là, je vais voir, puis la personne est comme, non, non, c'est mon chum. Puis je suis comme, une chance que j'ai demandé avant de me pointer avec mes gros sabots puis de venir gâcher un moment, ça aurait fait un moment beaucoup plus malaisant. Je pense que j'essaye aussi en général de poser la question, justement, pas sur un ton trop police imposante, là. Excusez-moi, est-ce que tout est correct ici? Parce que si la personne me répond oui, c'est beaucoup plus malaisant que si je suis comme hey, est-ce que tu vas-tu bien? Ta soirée se passe bien? Peut-être que là, c'est un peu plus facile d'entrer en contact avec les gens. Encore une fois, là, mes exemples viennent du nightlife, mais je pense que c'est beaucoup d'exemples qui pourraient être répétés dans un contexte de maison d'hébergement, par exemple. Donc, première question, est-ce que cette situation-là te dérange? Puis, j'ai parlé tantôt du fait que les gens souvent hésitent à intervenir parce que ils sont dans le doute, ils ne sont pas sûrs si la situation est bizarre ou pas. Bien, allez vérifier. Le pire qui arrive, c'est que la personne vous dit que la situation n'est pas bizarre, mais comme ça, ça vous permet d'intervenir avant que ça escalade, au moment où on est sûr que ça ne marche pas, mais qu'il y a vraiment beaucoup de mal qui a été fait. Puis qu'à ce moment-là,
si on laisse la situation escalader, peut-être qu'à ce moment-là, la seule solution possible va être de retirer une personne de l'espace. Puis le but de notre intervention, en fait, c'est de ne pas avoir à retirer les gens autant que possible. Donc, comme j'ai dit tantôt, on va voir la personne. La première question, c'est est-ce que cette situation-là te dérange? Si elle dit non, OK, ben tant mieux, je vais juste être certaine. C'est pas grave, les gens souvent sont contents de se l'être fait demander. Ils sont comme oh wow, c'est tellement fin, tu as pris l'initiative de venir me voir, s'assurer que j'étais correct. Les gens ont souvent l'impression qu'on prend soin d'eux. Une fois de temps en temps, je me fais regarder bizarre. C'est le prix à payer. Est-ce que cette situation-là te dérange? La personne me dit oui. Je lui demande si elle veut mon aide. J'ai parlé tantôt du fait que les gens pourraient avoir des relations en dehors du moment duquel moi je suis témoin. Je n'ai pas conscience de leur relation. Je n'ai pas conscience des conséquences que ça pourrait avoir si je m'imposais dans leur vie pour faire cette intervention-là. Donc, puis encore une fois, dans le contexte de violence sexuelle, l'autonomie d'une personne sur son corps lui est enlevée. Le but, c'est pas qu'on lui enlève encore plus d'autonomie en choisissant pour elle c'est quoi la bonne chose à faire. Si la personne te dit je veux pas d'aide, on respecte ça parce que le but, c'est de lui redonner de l'autonomie. Surtout par rapport à comment est-ce qu'elle veut gérer l'expérience traumatisante qu'elle est peut-être en train de vivre. Donc, est-ce que tu veux mon aide? Non, je veux pas ton aide. OK, je suis là si tu changes d'idée. Ça m'est arrivé souvent de me faire dire non, mais finalement, je suis toujours dans les parages 1 heure plus tard. La personne, par exemple, la personne, par exemple, est comme non, c'est correct, elle se retourne, parle dans le cas de la personne. Puis là, ça se passe pas bien. Là, elle est comme, OK, là, finalement, j'ai besoin d'aide, là, ça marche plus. Elle a voulu essayer ce qu'elle pouvait faire en premier, c'est correct, ça marchait plus, elle voulait de l'aide. Des fois aussi, par exemple, oui, c'est ça. Tu sais, des fois, par exemple, dans un contexte de consommation, l'état de la personne va avoir changé beaucoup dans 1 heure. Tu sais, elle est comme, non, 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 je veux pas ton aide, mais dans 1 heure, elle est inconsciente. Là, c'est différent. Si la situation continue à se passer puis que la personne est inconsciente, elle n'est plus en mesure de consentir ou pas à l'intervention, il faut juste intervenir. Mais donc, supposons que la personne te dit oui, je veux ton aide, et c'est là que je vous ai dit, là, c'est là le piège. Là. Je vous ai dit, est-ce que cette situation-là te dérange, puis est-ce que tu veux mon aide? Je vais jamais voir quelqu'un dans une situation de violence sexuelle, puis juste lui dire, est-ce que tu veux mon aide? Parce qu'ils vont être comme, est-ce que tu vas y péter à la gueule? Donc, comme, est-ce que tu vas appeler la police? Parce que les gens, ils savent pas c'est quoi les options. Ils sont pas comme, ah oui, est-ce que tu vas aller faire une distraction? Est-ce que tu vas aller lui parler de façon non violente pour désescalader la situation? Ils savent pas c'est quoi les options pour avoir du soutien dans cette situation-là. Donc, si tu n'expliques pas clairement quelle aide est-ce que tu offres, la personne peut projeter un paquet d'affaires. Puis là, encore une fois, je me réfère à mon expérience en milieu festif. Quand la musique est forte, tu n'as pas le temps de faire des phrases à 10 mots. Il faut que ce soit très court et très clair ce que tu dis. Euh, et donc, à ce moment-là, il faut aller voir la personne puis directement lui dire, est-ce que tu veux que j'aille chercher la sécurité? Est-ce que tu veux que je fasse une distraction? Est-ce que tu veux que j'aille lui parler? On passe à la prochaine slide. On va parler justement de nos options. C'est quoi donc les options d'intervention qu'on a à offrir à la personne? Eh bien, là, on a parlé c'est les 5 D de l'intervention. Le premier, c'est la distraction. Je dirais que, bon, j'ai été une adolescente à un moment dans ma vie et j'ai appris très, très jeune que quand j'allais faire le party avec mes amis de filles, puis qu'il y avait un gars bizarre qui arrivait, tu changeais de place avec, tu commençais à danser bizarre, puis le gars, finalement, il s'en allait. Je ne sais pas si c'est où, par exemple, tu faisais comme, oh, viens-t'en, on va aux toilettes, on va aller refaire notre maquillage aux toilettes. Je veux dire, avant d'avoir atteint mes 20 ans, j'avais déjà appris comment faire une distraction dans le contexte de violence sexuelle. Tout le monde utilise des trucs différents. Bon, dans un contexte où tu n'es pas intervenant, avec des amis, on a entendu les gars qui font passer pour le chum de leur ami pour que les gens ils s'en aillent, par exemple. C'est un truc qu'on entend. Faites pas ça si vous êtes intervenant, s'il vous plaît. Mais bref, donc des fois, de partir une conversation. Moi, des fois, je pars en grande conversation avec la personne qui commet le harcèlement parce que, en fonction de mon apparence physique, je ne suis pas vulnérable à vivre le type de violence que cette personne-là vit, par exemple. Donc, cette personne-là fait, par exemple. Je pense, si par exemple, je voyais un gars qui harcèle une fille, puis j'avais une présentation plutôt de gars masculin, peut-être que je pourrais aller piquer une jasette avec le gars en question, puis ça ferait une distraction à ce moment-là, parce que moi, il ne va pas commencer à me harceler de la même façon qu'il harcèle cette fille-là. Le dialogue, donc, j'approche la personne, bon, encore une fois, toujours avec le consentement de la personne qui a vécu les violences sexuelles. Pourquoi? Avec son consentement, particulièrement dans ce moment-là, c'est parce que c'est très difficile de garder l'anonymat d'une victime de harcèlement dans un contexte où on arrête la violence pendant qu'elle est en train de se passer. Je veux dire, il y a pas, je veux dire, s'il y a une personne qui pogne une fesse à une autre personne, puis là, je vais voir la personne, puis je fais, hey, pogne pas les fesses aux gens. Normalement, il sait à qui il a pogné une fesse. Là. Je veux dire, je peux pas
je peux pas y cacher de qui est-ce qu'il s'agit ou qui aurait porté plainte, là. Parce qu'on intervient direct quand ça se passe. Fait que, donc, quand on approche la personne pour lui expliquer le comportement qui pose problème, la première étape pour moi, c'est de nommer spécifiquement le comportement. Est-ce que je vais la voir? Puis j'ai dit, excuse-moi, j'ai vu que tu faisais du harcèlement sexuel. Jamais, 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 parce que la définition que tout le monde a du harcèlement sexuel est tellement large que la personne va être comme, quoi, tu dis que genre, je suis un agresseur, là, puis là, ça va vraiment escalader la situation. Je m'en tiens directement au comportement. Je disais, elle nous a dressé une belle liste plus tôt. Excuse-moi, j'ai vu que tu fixais quelqu'un depuis une demi-heure. Excuse-moi, j'ai vu que tu approchais quelqu'un en dansant, puis elle t'a pas vu par derrière, puis elle t'a pas vu, puis tu l'as pogné, tu sais. Excuse-moi, j'ai vu que tu filmais quelqu'un tantôt sans son consentement. Donc, tu nommes le comportement. On sort tout le vocabulaire de violence sexuelle en dehors de cette conversation-là parce que c'est pas nécessaire à ce contexte-là. Tu nommes les conséquences, ça l'a rendu quelqu'un inconfortable, il y a quelqu'un que ça l'a blessé, la personne ne voulait pas que tu la filmes, et tu lui donnes le comportement souhaité. J'aimerais que tu supprimes ce vidéo-là de ton téléphone et que tu ne filmes plus personne aujourd'hui. J'aimerais que tu arrêtes de la fixer puis que tu ailles manger ton lunch au bout de la table. Oui, parfait. Merci, Marianne. Et voilà. Et voilà, donc ça conclut le tout pour dialogue. Pardon, j'ai été déconcentré par un petit message dans le chat. Puis, déléguer, simplement aller chercher la sécurité ou on délègue à un ou une collègue. Tu sais, je pense entre autres dans un contexte de ressources d'hébergement ou de refuge, là, où ce que des fois, ben, il y a des situations de violence. Puis bon, si moi, je me sens pas assez bâti pour intervenir dans une situation de violence, ben, peut-être qu'à ce moment-là, je vais déléguer à un ou une collègue qui sont plus à l'aise d'entrer, de step in dans une situation comme ça. Je délaie, donc j'ai mentionné tantôt, mettons que la personne ne veut pas notre aide. Il y a toujours l'option d'attendre. Puis si par exemple la situation est trop violente, puis je peux pas intervenir parce que c'est trop dangereux pour moi, je peux toujours rester dans les parages puis m'occuper de la personne après coup. Et le dernier D, c'est documenter. C'est utile, entre autres, dans le contexte de harcèlement en milieu de travail, où, par exemple, on prend en note la date, l'heure, le plus d'informations que vous pouvez, là, limite, genre, toutes les conversations qui sont passées, c'est quoi l'interaction, qui était là, comment, donc tous les détails que vous pouvez sur l'intervention. Si quelqu'un veut éventuellement sur l'interaction qui s'est passée violente, puis si quelqu'un veut éventuellement porter plainte pour harcèlement en milieu de travail, cette documentation-là pourrait lui être utile. Puis, c'est également utile en contexte, par exemple, de violence policière. Donc, dans un contexte où il y a des violences qui se produisent devant nous, puis on peut pas, on sent pas qu'on peut faire quelque chose par rapport à ça, on peut toujours filmer la scène, ou même une violence qui implique pas la police, mais simplement on peut filmer la scène, ça peut être utile dans un contexte de poursuite par la suite ou de plainte ou des choses comme ça. Donc, ça conclut notre protocole d'intervention. Merci beaucoup, Éloi Gisèle. J'espère que vous avez pris des bonnes notes parce qu'on va mettre ça en pratique après la pause. Restez avec nous, ça va être super intéressant. Pour les personnes qui nous écoutent en différé, vous allez avoir une pause, puis vous allez revenir à la présentation de SWAPCO, Commandant Angelo et Spotlight avec la conclusion. Sinon, ben, les autres, on a un beau 10 minutes. Donc, on va reprendre avec la présentation de ressources/projets qui vont pouvoir vous inspirer et notre boîte à outils qu'on vous a concoctée. Donc, je cède la parole à Aïka. Oui, en fait, le premier outil qu'on va vous présenter, puis là, on va vous en présenter comme 2 ou 3 aujourd'hui, mais sachez, c'est ça qu'il y a une longue liste qu'on a faite là, qui n'est pas exhaustive, mais je pense qu'il va vous permettre quand même d'avoir plusieurs outils. C'est un site Internet qu'on a mis sur pied avec Elixir en 2019-2020. Qu'on a fait en collaboration avec plein d'organismes de notre région, là, donc le Calax, le CHAS aussi, qui est un organisme pour les hommes agressés, Cégep Université, bref, la police aussi, il y avait plusieurs personnes. La diapo, là, c'était si vous voulez aller le regarder, mais je vais partager le site juste après. Donc, il y a le code QR, puis il y avait le site Internet, là, s'il y en a qui voulaient aller le chercher. Sinon, je vais juste copier aussi le site là, directement dans le chat maintenant.
OK. Et donc, faire le partage, deuxième écran. Ouais. Normalement, vous voyez le site Internet en ce moment. Est-ce qu'on peut me confirmer que c'est bon? Parfait. Alors, le site Internet se présente comme ceci. Le but là, du projet, c'était vraiment justement principalement en milieu festif, mais je pense que comme vous l'avez vu aujourd'hui, là, ça peut être transporté dans plein d'autres situations. C'est un site qui se veut vraiment concret sur des trucs là, comme comment faire. Il y a une partie justement qui rejoint un peu ce que Éloi a présenté, fait que un peu le protocole puis les différentes façons de faire. Mais c'est ça, on voulait juste vous le présenter. Donc, dans le truc de pro, il est divisé en différentes façons. Il y a le avant, donc c'est des questions un peu des phrases de comme réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire avant pour réduire les risques, donc avant de sortir, avant de consommer ou même avant d'intervenir. Donc, le fait de faire attention à ses préjugés, que dans la majorité des cas, les personnes qui subissent les actes connaissent la personne qui les commet aussi. Fait qu'on a parlé justement de s'assurer de ne pas. Puis quand on parle d'assurer que la personne elle veut qu'on intervienne, c'est aussi justement dans l'optique que ça se peut qu'elle se connaisse, que ce soit son conjoint, son cousin, son frère, peu importe sa soeur. Là, je l'ai mis full hétéro, c'était vraiment sympathique. Mais bref, que ça soit quelqu'un qui est quand même proche de la victime et donc que s'il y a une conséquence qui est émise, par exemple, se faire sortir d'un endroit, se faire expulser, ben, la personne elle risque d'avoir des conséquences encore plus graves rendues à la maison. Fait que c'est quand même important de faire attention aussi à ça. Puis ben, la partie d'après, c'est bon, ça se passe maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a comme les 3 étapes un peu là, qui étaient justement un peu qu'est-ce que Éloi a présenté dans d'autres mots, là, mais c'est à peu près la même chose. Et les trucs et astuces, encore une fois, c'est un peu les 4D, mais écrit d'une autre façon. Là, fait que d'écrire une distraction, la confrontation, là, c'est un peu le dialogue au final. Donc, il y a une confrontation douce ou directe, de déléguer, de dénoncer, d'accompagner la personne en difficulté, fait que de la référer vers d'autres services. Puis, ben, on avait quand même rajouté un point sur utiliser sa personnalité qui n'est pas nécessairement un truc à part entière, mais juste en général. L'important, c'est que vous vous sentiez à l'aise avec l'intervention que vous allez faire. Si vous n'êtes pas à l'aise de confronter, c'est vraiment correct. Ça peut être juste de dire un commentaire, ça peut être juste d'utiliser même l'humour. Moi, le nombre de fois où est-ce que j'ai des personnes ou même moi, là, des bénévoles qui ont entendu des conversations puis qui ont juste fait des commentaires sur comme, ben sincèrement, c'est pas la joke la plus drôle que tu pouvais faire ou même de rajouter une blague en arrière si vous connaissez bien les personnes, juste pour au moins comme minimalement faire comprendre que vous n'êtes pas d'accord avec le comportement ou avec les paroles qui ont été dites. Puis, ben, il y a quand même le après, justement, qui est comme l'acronyme AID. Là, donc, on a mis celle-là, mais il y a les accès vers les 12 attitudes aidantes là, qui sont comme un peu ce que la plupart des gens connaissent aussi par rapport à ça. Il y a des informations sur la trousse médico-légale, si ça s'est déjà passé, là, donc qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là, si l'événement est déjà passé. Bref, on a mis une partie justement sur le consentement, c'est quoi? Bon, quand il est invalide pour les moins de 18 ans, comment savoir si la personne est consentante ou non. Fait que, quand on parle de l'aspect de comme observer, il y a vraiment des signes concrets qu'on a mis sur qu'est-ce que tu peux observer, dans le verbal ou le non-verbal qui peut donner une indication que peut-être il y a une personne qui n'est pas confortable dans la situation. On a mis quand même un point important sur le consentement et l'intoxication. Vous le savez ou peut-être pas, là, je viens de me rendre compte que j'avais envoyé le truc dans un message direct avec quelqu'un que je parlais. C'est vraiment fantastique. Parfait. Excusez. L'intoxication, mais veut pas, ça crée une zone qui peut parfois malheureusement être très grise. Sur l'aspect légal par rapport à la réalité, ça peut être 2 choses très différentes malheureusement. Donc, ça peut être de s'informer aussi par rapport à ça. Puis le dernier truc que je voulais vous présenter, c'est vraiment, on a quand même un aspect ressources. Il y a plusieurs ressources qu'on a mis là-dedans qui se retrouvent dans ce que vous allez avoir. Mais si vous voulez aller chercher encore plus loin, là, il y a peut-être des ressources, matériel éducatif et visuel qui existent, que nous, on avait à l'époque. C'est sûr qu'on date de quand même 2019-2020. Ça se peut qu'il y en ait plein qui ont apparu entre-temps.
Puis, ben, si vous trouvez intéressant ce site-là, puis vous voulez le partager, l'utiliser dans vos interventions ou utiliser le visuel aussi, là, il y a une trousse promotionnelle qui est complètement gratuite, qui est le visuel du site Internet que vous pouvez télécharger, mettre sur vos réseaux sociaux, mettre de l'avant. Voilà. Je ne sais pas combien de temps il restait ou si j'ai pris trop de temps, whatever. C'est parfait. Est-ce qu'il y avait des questions? Parfait. Fait que, tu sais, je sais que dans certains organismes, écoles, peu importe, il y en a qui ont réutilisé justement certaines parties pour faire des présentations. Tout est libre de droit, là, comme dans le sens, vous pouvez me citer quand même le site, là, mais tu sais, les objets promotionnels, vous pouvez les utiliser pour imprimer des affiches, pour faire des macarons, pour faire des collants ou peu importe, là. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour les utiliser. Et c'est ça, il y a plusieurs groupes aussi qui l'utilisent, même tu sais, avec des jeunes, par exemple, de donner le site, puis de demander aux jeunes d'aller voir qu'est-ce que c'est, puis de pouvoir en revenir en grand groupe ou le présenter directement dans un atelier. Voilà. Merci beaucoup, Aïka. C'est au tour à Gisèle. Comment Oui, est-ce que c'est... Oh ben voilà, c'est toi qui partage, c'est parfait. Au collectif social, on travaille sur un programme qui s'appelle Commande un Angelot. Donc, c'est quoi? En fait, c'est un programme d'accréditation des bars, des événements festifs, des activités sociales. Donc, l'objectif, en fait, il y a 3 objectifs. C'est vraiment de travailler en prévention des violences sexuelles dans ces espaces-là. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment aller former des gens qui sont déjà dans ces espaces. Donc, il y a d'autres programmes qui vont avoir, par exemple, des intervenants ou intervenantes, par exemple. C'est pas un genre de service que nous, on fait. Il y en a d'autres qui le font déjà très bien, donc nous, on n'est pas rentré là-dedans. Donc, notre but aussi, c'est vraiment d'aller donner à ces personnes-là qui travaillent ou qui sont déjà impliquées ou qui sont bénévoles dans ces espaces-là des outils pour que il et elles puissent agir comme témoins actives, avec l'objectif final, évidemment, que les personnes qui sont en train de faire la fête dans ces espaces soient le plus possible, ou en tout cas se sentent le plus possible en sécurité. Donc, il y a un gros aspect de formation dans ce qu'on fait qui est vraiment au cœur de notre travail selon les publics auxquels on va s'adresser. Évidemment, on va adapter la formation. Je ne parlerai pas de la même façon ou avec les mêmes exemples, avec les mêmes mises en situation, avec tout ça en tête. Par exemple, l'asso étudiante du cégep de... je ne sais pas moi, de l'Apocatière ou des gens d'un bar au centre-ville de Montréal ou genre à Bécomo. Il y a quand même des différences, donc on prend aussi le temps évidemment de s'adapter aux personnes auxquelles on parle. Si on regarde la diapo suivante, donc en fait, vraiment, comme un enjeu est basé en 3 axes, donc prévention, protection et suivi. Donc, la prévention, c'est vraiment tout l'aspect de formation. Donc, c'est sûr que, comme un enjeu, par la sonorité, souvent les gens nous disent « Ah, c'est comme le Angel Shot, il y a une sonorité qui est pareille, puis c'était fait aussi exprès. » Parce que dans l'aspect de prévention, l'idée, c'est vraiment de former, comme je le disais tout à l'heure, les personnes qui sont dans ces espaces-là à reconnaître d'abord c'est quoi la violence sexuelle, comment est-ce que ça se concrétise dans l'espace où je suis et à quoi ça peut ressembler quand des personnes sont intoxiquées, qu'on parle d'alcool ou de drogue, avec l'idée idéalement que l'angelot, qui est ce faux cocktail que je peux commander pour signaler que j'ai un souci, idéalement, il n'y a jamais personne qui ait besoin d'en commander. Mon objectif à moi, c'est qu'il n'y ait jamais d'enjeu que ça commandé. Mon objectif un jour, c'est de ne pas avoir de travail. On travaille fort là-dessus, vraiment fort là-dessus. Mais parfois, c'est pas possible parce que dans les endroits où on est, il y a du bruit, c'est sombre, il y a beaucoup de monde, il y a de la clientèle. Moi, je travaille derrière le bar, blablabla. Puis parfois, c'est juste, je peux pas voir tout ce qui se passe. Donc là, on passe vraiment à l'aspect de protection en tant que telle. Donc la personne, elle me signale, j'ai un souci. Donc là, c'est qu'est-ce que je fais pour m'assurer que cette personne-là soit le plus possible en sécurité, mais également que moi, en tant que personne qui travaille, qui suis bénévole dans cet établissement, je sois également en sécurité. Et puis également, on va faire des suivis avec les différents espaces avec lesquels on travaille, s'assurer que les choses se déroulent bien, que les gens sont à l'aise avec
avec le protocole qui a été mis en place, savoir s'il faut former d'autres personnes, tout ça. Donc, je le disais, on travaille avec des bars et festivals d'asso étudiantes. Là, on commence aussi à travailler avec des entreprises et des organismes, ce qui est quand même assez le fun, parce que c'est des settings de travail qui sont un peu différents. En ce qui concerne notamment les bars, par exemple, là, c'est sûr que nous, notre objectif, c'est de pouvoir offrir ce service-là sans avoir à facturer les bars, parce qu'il faut être réaliste, ils n'ont pas cet argent-là, parce que le milieu de la restauration et les bars ne roulent pas sur l'or, n'est-ce pas? Donc, nous, on va vraiment par subvention. Donc, quand on a des subventions dans X ou Y région, on peut se permettre de donner les services gratuitement. Donc, pour l'instant, c'est ça. On est notamment à Montréal, là-bas, dans les Laurentides, Côte-Nord. J'ai vu qu'il y avait plein de gens de la Côte-Nord tout à l'heure. Je suis vraiment contente parce que j'ai plein de collègues qui vont genre, à la fin du mois, donc je suis vraiment très contente. Valleyfield aussi, puis on travaille aussi avec différents établissements à proximité des cégeps à travers la province. Et là, on se développe aussi dans toutes les capitales de toutes les provinces et territoires du grand territoire de l'île de la Tortue ou du Canada. J'ai mis l'adresse courriel en bas. Si vous avez des questions, je peux la remettre dans le chat ou des suggestions ou quoi que ce soit. On est plusieurs à gérer cette adresse courriel-là, celle du projet, comme un enjeu qu'on a. Donc, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et si ce n'est pas moi qui réponds, ça va être un ou une de mes collègues qui sont tout aussi brillants et fantastiques, sinon plus que moi. Donc, voilà. Des questions? Commentaires? Parfait. C'est trop clair. Merci, Gisèle. On serait rendu à Spotlight. Donc, Camille. Donc, moi, je travaille au GRIP. On est un organisme en réduction des méfaits qui fait de l'intervention dans les milieux festifs. Donc, on va surtout dans les bars, les festivals, les événements étudiants, par exemple, puis on va faire de l'intervention au niveau plus de la consommation, mais maintenant aussi au niveau de la prévention des violences à caractère sexuel. Dans le fond, le GRIP était déjà dans ces milieux-là et nos intervenants et intervenantes observaient déjà des situations soit de violences à caractère sexuel et ou, en fait, beaucoup de violences entre partenaires intimes et ou de violences amoureuses. Fait que, dans le fond, on a demandé une subvention pour vraiment financer ce volet-là du GRIP. Donc, on a créé un nouveau projet qui s'appelle Spotlight Droit à la fête. On a fait notre première année l'année passée. Donc, on est vraiment, dans le fond, on a outillé nos intervenants et intervenantes à pouvoir intervenir lorsqu'ils sont témoins de violences à caractère sexuel, de violences amoureuses et ou de discrimination. La discrimination, c'est le nouveau volet qui s'en vient. Là. Donc, en ce moment, c'est plus violence sexuelle, mais l'année prochaine, probablement, il y aura discrimination qui va être intégrée. L'objectif principal de ce projet-là, en fait, c'est le changement de culture dans les milieux festifs. Il y a comme un peu une culture d'anonymat, puis ça participe à une augmentation des violences à caractère sexuel. Donc, nous, notre objectif, c'est d'outiller ces milieux-là et d'avoir une présence dans ces milieux-là pour changer la culture vers une culture de bienveillance, une culture de care, puis augmenter le sentiment de sécurité des gens qui sont présents, autant la sécurité en lien avec leur consommation que leur bien-être. Puis, on veut aussi outiller les organisateurs et organisatrices à mieux prévoir leurs événements pour qu'il y ait plusieurs choses qui soient mises en place pour nous aider dans notre travail, dans le fond, quand on est présent. Puis, il y a aussi un volet de formation qui s'ajoute à ça. On donne la formation, par exemple, aux équipes présentes qui vont être là en même temps que nous ou aux organisateurs, organisatrices d'événements, comme je disais tantôt, mais on donne aussi des formations dans des cégeps, des universités, etc., en lien surtout avec le consentement et l'interaction avec la consommation, puis aussi l'approche témoin active. Donc, voilà. Merci Camille. Vous voyez, il y a plein de belles initiatives. Donc, on vous a aussi
préparé une petite boîte à outils. Ce n'est pas exhaustif, mais vous allez retrouver pas mal ce qui se passe, ce qui était dans le PowerPoint là. Donc, des sites web de Commandangelo, SoiPro, on a d'autres choses aussi. Les groupes d'aide et d'information sur le harcèlement, plus au niveau du travail aussi. On en a discuté un peu lors de la présentation des dés, je crois, des lois, donc documentées. Je vous invite aussi à aller là, dans les présentations, les articles, des vidéos, du matériel préventif pour vos organisations. Si vous en avez besoin, ni viande ni objet, c'est très intéressant. Le GRIP. SoiPro aussi, on l'a déjà présenté, médias sociaux des hymnes, des belles initiatives grassroots et des ressources pour ventiler après une intervention. C'est important aussi, hein, il faut prendre soin de nous. Donc, je vous invite à regarder ça. On a fait aussi un petit boîte à outils en anglais, si vous avez des partenaires aussi qui sont plus habiles en anglais, puis si ça vous intéresse. Donc, voilà, on s'est rendu à la fin. Je vous invite à remplir notre évaluation. Je remercie énormément Éloi, Camille, Kat et Gisèle pour la co-animation, d'avoir animé aussi les sous-groupes. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, ça vous a servi, ça vous a inspiré. Donc, espérons qu'on ait de mieux en mieux d'espaces sociaux bienveillants, sécuritaires. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.